toutes, bonjour à toutes, bienvenue dans ce nouveau podcast. Je suis dans ce podcast à nouveau avec Maxime Gréau. Maxime, comment ça va ? Ça va très très bien, et toi ? Bah écoute, depuis la dernière fois, ça va super bien. La dernière fois, on avait abordé le thème du bonheur et cette fois-ci, on va aborder donc la dépendance affective. Donc la question, ça va être explique-moi la dépendance affective. Ouais. Et justement, juste avant, je te posais la question, est-ce que c'est quelque chose qui est plutôt, c'est dépendance affective, est-ce que c'est général, est-ce que c'est en couple ? Et tu m'as dit qu'en fait, c'est au niveau des relations entre les gens et ça se retrouve souvent dans les relations amoureuses, c'est ça ? Ouais, ouais. Bah, c'est vrai que c'est là où, en tout cas, où ça émerge le plus, de manière la plus flagrante. Voilà, parce qu'effectivement, ça touche davantage, parce que dans un couple, il y a plus d'implication l'un envers l'autre, il y a plus d'ouverture, donc il y a plus de vulnérabilité, et donc forcément, toutes les peurs, les croyances, les blessures, émergent à ce moment-là. Tout ce qui est notion de fuite aussi, de se remplir par quelque chose. Et donc la dépendance affective, elle existe dans plein de domaines et elle émerge, je trouve, de manière la plus flagrante dans les relations humaines et encore plus dans les relations effectivement, où l'affect est important, c'est-à-dire dans les relations amoureuses. Voilà, là, c'est flagrant. Mmh. Ok. Du coup, peut-être qu'il y a des gens qui écoutent ce podcast et qui ne te connaissent pas. Alors, du coup, je Mmh. vais te demander encore rapidement de te, Mmh. de te présenter. Oui, bien sûr, Et donc vas-y, ouais. ouais, vas-y, je t'en prie. Donc Maxime Gréau, je suis formateur en développement personnel. Plutôt spécialisé dans le bonheur, ouais, dans ce qui permet de passer de l'état de malheureux à l'état de heureux, avec une espèce de trame, de suite logique, d'apprentissage successif, qui font que voilà, une nouvelle naissance émerge de nous via cette connaissance de soi et plein d'autres choses. Mais en tout cas, voilà, toute l'idée, c'est de former, d'accompagner les personnes à plus de bonheur, plus de sens dans leur vie, plus de réalisation d'eux-mêmes, de manière à faire ce pourquoi ils sont faits et non pas passer à côté de sa vie en subissant finalement un monde qui n'est pas vraiment le nôtre. Voilà ce que je suis, ce que je fais. Après, il y a plein de formes différentes, les formations présentielles, les formations en e-learning, l'accompagnement individuel, les accompagnements de groupe, euh, ainsi de suite. Je suis animateur d'ateliers philosophiques aussi pour les enfants, donc je fais la même chose, mais de manière différente quand je vais dans un lycée ou un collège. Dans les petites, voilà, du CM1, du CE1 en passant par voilà, tout ce primaire-là, collège, lycée, et puis j'interviens aussi, par exemple, dans les écoles de commerce, et puis au CNAM. Voilà. En gros, plein de formes différentes avec le même fond, c'est-à-dire expliquer et retransmettre ce qui permet d'être heureux dans sa vie. Voilà. Super. J'en profite au passage, hein, pareil, si comme la dernière fois, si vous avez de la moindre question par rapport à ce que va dire Maxime, par rapport à la dépendance affective ou même la dépendance affective principalement par rapport au couple, mettez toutes vos questions en commentaire parce que justement, il y a peut-être des sujets qu'on va pas aborder qui pour vous, il y a une vraie problématique ou un vrai questionnement. Bah, mettez tout ça en commentaire parce qu'on pourra revenir dessus dans un autre podcast. Ça peut être vraiment très intéressant. Donc, voilà. Faites-vous plaisir, mettez vos questions. Ouais, n'hésitez pas. Du coup, on va commencer. J'ai une première question par rapport à Dis-moi. avec en couple. Et ça se déclenche à partir de quand ? Parce que je pense que c'est pas quand tu te mets en couple avec quelqu'un, ça se déclenche pas directement, peut-être. Enfin, je sais pas. Est-ce que c'est Mm. la dépendance, elle est là dès le départ ou pas ? Oui. En fait, c'est la dépendance, ça peut même être la raison d'être de la création du couple. C'est-à-dire que si je suis pas bien, s'il y a une espèce de vide, une espèce de manque, une espèce de besoin conscient ou pas conscient que j'arrive pas à combler moi-même, c'est-à-dire une espèce de truc qui me dérange, un mal-être, un vide, un sentiment de pas être complet tout seul, et ben en fait ma motivation même à aller dans la relation est déjà biaisée. C'est-à-dire qu'avant même de commencer cette relation, j'y vais déjà parce que je suis dépendant.
Donc dès le premier jour, la première seconde, avant même de commencer quoi que ce soit, je suis déjà dépendant de l'autre et je lui demande déjà, de manière complètement implicite, de combler ce vide qui m'emmène vers cette relation. Donc oui, c'est d'emblée, sauf qu'on n'en a pas encore conscience. Et c'est quelques temps après qu'elle va émerger de manière flagrante. Mais oui, la motivation, en fait, d'emblée, avant même que quoi que ce soit existe, la motivation de fond est déjà la dépendance. D'accord. Et parce que du coup, si ça démarre comme ça, Mmh. enfin, j'ai un exemple dans la tête, hein, c'est pour ça que Vas-y, ouais, ouais, ouais. j'ai des amis, c'est ce qu'ils vivent actuellement. Mmh. Et du coup, enfin, cette dépendance-là, elle crée des conflits, des tensions. Enfin, j'ai l'impression que, tu vois, ça crée vraiment des Mmh. conflits, des tensions, «Tu pas assez présente pour moi», Mmh. C'est ça, «Tu fais trop de ça». c'est ça. Enfin, et du coup, je me dis: «C'est quand même, enfin, ils sont pas heureux, quoi. Ils sont beaux être en couple et tout ça, mais du coup, tu as tellement cette dépendance qu'elle a que tu pas Bien heureux». sûr, bien sûr. Et ils peuvent pas l'être. Ils peuvent pas l'être tant que cette chose existe. C'est-à-dire qu'ils vont pas dans une relation amoureuse avec cette intention et cet objectif d'aimer l'autre de manière inconditionnelle. C'est-à-dire que l'objectif n'est pas l'amour. L'objectif est de remplir un vide tellement désagréable pour eux que finalement l'autre devient un accessoire, un outil pour me remplir et me combler, dans l'espoir que l'autre fasse le job et me donne ce qui me manque tant. Et ce qui est génial dans les relations amoureuses, c'est qu'au début, bah, effectivement, l'autre le fait, parce que la première étape des rencontres, la première étape des relations amoureuses, c'est toujours cette espèce d'état fusionnel, un peu dégoulinant, où chacun remplit les besoins de l'autre, là. Ça s'appelle la passion, la fusion, c'est génial, c'est bini c'est tout rose, tout beau. Mmh. Voilà, c'est cette espèce de truc merveilleux, là, dans lequel on n'est plus vraiment nous-mêmes, l'autre c'est l'homme parfait, la femme idéale, enfin, tout le tout team. Et ça, c'est juste une période qui dure pas très très longtemps finalement. Ça dépend des gens, bien évidemment. Et dès que cette période-là est passée, c'est-à-dire que voilà, il y a un petit ronron, un petit train-train qui se met en place très très vite dans le couple, et ben l'autre remplit moins ce fameux besoin qui remplissait au début de par cette fusion. Et là, cette personne qui fuguait tant son vide, bah, finalement se retrouve avec son vide, c'est-à-dire que bah, revient ce qui revient, hein, puisque c'était jamais parti vraiment finalement. Et en plus, accuse l'autre de plus faire son job de remplissage. Et c'est là qu'on se rend bien compte que ces personnes-là s'aiment pas, puisque elles basculent du soi-disant oh je t'aime mon amour, tu es la personne la plus merveilleuse pour moi, à mais comment que ça se fait, avant tu faisais ça, tu le fais plus, et comme tu viens de dire, ça se transforme en reproche. Donc on passe de l'amour à la haine comme ça, en une fraction de seconde. Et ça, c'est la preuve irréfutable que c'était pas de l'amour. Parce que l'amour universel, l'amour inconditionnel, quand il est là, et à ce moment-là, j'attends plus rien de l'autre, puisque je l'aime, hein, tu vois, et j'exige juste plus qu'il me remplisse des besoins et tout. Ça, c'est déjà je dirais une hauteur assez grande d'atteindre cet état d'amour inconditionnel. Voilà, ça nécessite forcément un peu de remise en question. Ouais. Et donc effectivement, toute personne qui rentre dans une relation amoureuse, consciemment ou inconsciemment, avec cet objectif de se remplir soi-même, retombera systématiquement sur son propre vide et sera donc toujours pas autonome et donc toujours malheureux. Complètement. OK, et justement, là, tu as dit qu'il y avait, cette période un petit peu, on va dire in love, où tout est beau, tout est rose. Oui. Hem, Tu disais que c'était une période qui était assez courte. En fait, Ouais. ça peut durer combien de temps, cette période? Ben, ça dépend du niveau de conscience de chacun. Je dirais quelques semaines à quelques années. OK. Tu vois, il y a un bouquin qui s'appelle L'amour dure 3 ans, je crois. Je crois que pour les plus accros à la fusion d'entre nous, peut-être que ça peut durer 3 ans, mais je pense que ça s'arrête très 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 souvent bien avant. Tu vois. Et je Mmh. pense que c'est bien que ça s'arrête avant parce que autant être lucide très vite. Je veux dire, on ne fait pas du long terme sur une base de dépendance. Donc, à un moment donné, il faut que la fusion s'arrête. C'est important. Parce que le fait que la fusion s'arrête, bah, ça permet de passer à l'étape d'après. Et l'étape d'après, c'est l'amour. Enfin, il y a 5 étapes en tout, hein, pour être complet. Mais, mais schématiquement, la fusion, c'est pas de l'amour en tout cas.
Voilà. Donc plus tôt on quitte l'état fusionnel et plus tôt on a accès à l'amour, et c'est quand même vachement mieux l'amour que la fusion. Parce qu'en Mmh. plus, quand on aime, ça n'empêche pas de fusionner. Alors que la fusion empêche l'amour, par contre. Tu D'accord. vois. Donc ouais, voilà, ça dure pas très très longtemps et franchement, tant mieux. L'objectif, c'est pas du tout de demander à l'autre de remplir un besoin. Ça sert pas du tout à ça, un couple. Un couple, c'est une espèce de cocon de croissance dans lequel chacun se fait grandir. Et l'idée, c'est de mettre de la conscience et non pas de l'enlever. Et rester dans un état fusionnel, c'est tout sauf grandir. Tu vois. Mmh. Mm. Il y a, pour quelqu'un qui a cette, dépendance affective, est-ce qu'il y a, je sais pas, une manière ou un moyen déjà de s'en rendre compte? Enfin d'en Mm. prendre conscience? Est-ce qu'il y a une Ouais, solution? Ouais? ouais. En fait, la solution, la solution, c'est celle qu'on veut pas. C'est-à-dire que, en fait, on se rend compte de la dépendance quand on souffre de dépendance. Et encore une fois, c'est un peu tout le temps pareil, hein. C'est-à-dire qu'il y a que quand on a marre de quelque chose, que quand on souffre de quelque chose, que quand on se prend le mur, hein, schématiquement, qu'on se dit: «Bah, mince, je suis pas heureux, je me prends le mur, ça me va pas, je souffre», et qu'on se met en quête d'une solution pour arrêter nos souffrances. Et à partir de là, on tape sur internet, «Je suis triste, en amour, nananana», on tombe sur un super article, qui explique ce que c'est que la dépendance affective, et on a un déclic qui dit: «Ah purée, mais c'est ça!» Et c'est souvent ce que me disaient les gens, ils me disent: «Je savais pas quel était mon problème, et d'un seul, voilà, je mets des mots un peu dessus, et je me rends compte effectivement qu'il y a une forme d'attachement, un besoin, un vide, un manque, qui porte un nom, qui s'appelle la dépendance.» Et une fois qu'effectivement on a mis le nom dessus, bah voilà, on fait le job pour pour quitter cette dépendance. C'est comme ça qu'on s'en rend compte, en tombant dessus. Parce que tant qu'on tombe pas dessus, c'est qu'elle est inconsciente. Tant qu'elle est inconsciente, on peut pas travailler dessus puisqu'on ne la voit pas nous-mêmes. Mmh. Donc il faut bien voir le problème pour pouvoir traiter le problème. Tant qu'on voit pas le problème, bah, on voit pas le problème, quoi. Fin de l'histoire. Tu vois. Donc il faut tomber dessus, donc il faut se faire mal. Parce que la dépendance, ça fait mal, hein. C'est émotionnel. Une dépendance, c'est des blessures, c'est des failles, c'est des vides, donc ça fait mal. Bon, c'est comme ça. Et c'est aussi grâce à ça qu'on peut pas la louper. C'est le côté, c'est l'avantage. C'est justement parce que c'est suffisamment douloureux qu'on la voit, et c'est justement parce qu'on la voit qu'on va pouvoir la résoudre. Donc ça reste très positif. OK. Et tu disais tout à l'heure, il y a cette étape de fusion, après on passe à l'étape d'après. Du Mmh. coup, ça peut être aussi à cause de la dépendance affective que certaines personnes ne se mettent pas en couple. Parce que tu as ce moment de fusion qui est génial, qui est beau, et Mmh. finalement, en fait, on a peur. Beaucoup de gens ont peur de passer à l'étape d'après, et donc il y Mmh. a plein de gens qui vont s'empêcher au final de rester avec quelqu'un, qui vont s'empêcher de se dire: «Bah, je me projette à long terme parce que Mmh. j'ai peur d'aller Mmh. dans le véritable amour et je Mmh. préfère rester dans cette étape de fusion», et enfin, en fait, il y en a plein de gens comme ça, non? Oui, 80%, je crois. C'est les 80-20, tu sais, c'est la loi de Pareto. Mmh. Ouais, ben oui, et en effet, c'est très juste, hein, ce que tu dis, hein, en fait, passer à l'étape d'après, ça veut dire être autonome. Ça veut dire arrêter de demander à quelqu'un de me remplir. Donc ça veut dire être en mesure de me remplir par moi-même. Et d'un coup d'un seul, c'est plus du tout le même problème parce que ça nécessite, de me connaître, ça nécessite d'aller visiter, bah, mes vides, mes peurs, mes manques, mes frustrations, tout ce qu'avant je comblais par quelqu'un en mode fusionnel, et ben là, je lui demande plus. Donc je suis responsable de mes ressentis, je suis responsable de mon état, je suis responsable de mon bonheur aussi. Je suis responsable, tu vois, je deviens acteur bah, de ma vie, de mon bonheur, de mon bien-être, de ce que je veux, moi, pour moi, sans attendre que ça vienne de l'extérieur. Et clairement, pour la majorité des gens, cette étape-là, bah, elle nécessite quelque chose que tout le monde n'est pas prêt à faire, c'est-à-dire un vrai travail de développement personnel, clairement. Et effectivement, c'est beaucoup plus simple de fuir et de passer de relation en relation, d'étape fusionnelle en étape fusionnelle. Et effectivement, de reprocher à l'autre en lui disant: «Ah, avant tu me remplissais, maintenant tu le fais plus». Alors c'est pas ce vocabulaire-là qu'ils emploient, mais chacun y va de son petit train-train. Il y a toujours une bonne excuse de toute façon.
Et puis, voilà, je te quitte, j'en prends un autre ou une autre, et puis je refusionne, c'est tout bout tout rose pendant un certain laps de temps, et puis ça redéconne parce que forcément l'autre arrête à nouveau de remplir les besoins, et ainsi de suite, ainsi de suite, et je fais ma vie comme ça, effectivement, de divorce en divorce, et de petits copains et de petites copines en petites copines. Et je souffre et je souffre, et je finis par installer des croyances et des visions du monde comme quoi la vie à deux, c'est compliqué. Visions du monde qui feront ma réalité d'aujourd'hui. Mmh. J'y vais avec une grosse carapace d'emblée et j'ouvre plus mon cœur. Et puis effectivement, si j'ouvre pas mon cœur, l'autre ouvre pas son cœur. Et je tombe dans une espèce de schéma où toutes mes relations sont dures, difficiles, compliquées, je fais pas confiance. Tous les mecs, c'est les mêmes, c'est tous des ceci, cela, toutes les nanas, sont des chanteuses, ceci, cela. Et je suis dans un espèce de cliché de dingue, tout ça parce que finalement, je suis pas autonome. Et puisque mes expériences passées m'ont montré que ça marchait pas pour moi, bah, je finis par dire que c'est la faute des autres, puisque je me remets toujours pas en question. Vois-tu? Mmh. Donc effectivement, c'est beaucoup plus facile de, même si ça fait souffrir, il y a un bénéfice secondaire qui est colossal, c'est celui de ne pas avoir besoin de se remettre en question. Et reprocher à l'autre que c'est de sa faute, pour quelque raison que ce soit, c'est bien plus facile pour le mental et pour l'ego, que justement travailler sur soi et dissoudre le mental et l'ego, les croyances, et d'aller accueillir ses blessures et tout le tout. Donc ouais. Et en même temps, c'est là où c'est magnifique. On se rend bien compte quand on voit ça comme ça, que le couple, c'est une opportunité extraordinaire et merveilleuse de grandir sur soi, grâce à l'autre. Parce que justement, il va se passer tout ça dans un couple. Oh Et oui. que justement, tout ce qui va se passer dans ce couple, ça va être une opportunité pour moi de grandir, de mettre de la conscience. Et c'est justement pour ça que je vais aimer l'autre, parce que grâce à son miroir, grâce à tout ce qui me renvoie de moi-même, je peux grandir. Parce qu'avant, je le voyais pas. Et à son contact, je le vois, parce qu'il me le montre, même s'il le fait pas exprès. Et si je l'accuse plus, si je suis responsable de mon propre état, ben je grandis. Et je l'aime encore plus, parce que grâce à lui, je grandis. Et ensemble, on se fait grandir. Et du coup, le couple, ça devient beau. Tu Mais ça, vois, c'est un choix. c'est génial ce que tu dis parce que tu dis c'est le miroir de l'autre et Et ouais. pour le vivre au quotidien, faut bah, c'est le point de vue que j'en ai acquéri, au fur et à mesure, Mm. c'est que souvent le miroir, c'est ce qu'on veut pas voir et l'autre te permet de voir et tu te prends des grosses claques Mm. et c'est là où faut se dire, faut que je pas que je lui rentre dedans, mais il faut que je me remette en question. Mm. Ouais, ouais. Ça n'empêche pas de mettre des mots. Et là, la communication non violente, je trouve, est très efficace. C'est-à-dire que ça n'empêche pas de dire, écoute, ma chérie, là, c'est chaud, là, ça appuie sur des trucs, c'est vraiment pas facile pour moi. Si pour rien, je sais bien que ça m'appartient, voilà. Ainsi de suite, tu vois, parler sans jamais accuser, mais tout en verbalisant, parce que c'est complètement OK. Et puis, on est tous acteurs dans la vie des uns et des autres. Et il n'y a pas non plus de problème à dire que, que, ce, que, que ce qui se passe, que les faits me font ça, sans accuser, mais je pense que c'est important de verbaliser malgré tout, pour pouvoir mettre de la conscience, et puis l'autre aussi, sans doute, qui peut faire autrement. Enfin, après, tu vois, je pense qu'à deux, en plus, on peut vraiment considérer les blessures de l'autre et non pas combler, hein, parce que ça, c'est pas notre, c'est pas de notre responsabilité. On n'a pas le devoir de combler l'autre, mais on peut vraiment comprendre, entendre, compatir, et du coup, ben, je sais pas moi, euh, euh, trouver une autre posture, changer quelque chose, je sais pas, mais en tout cas, faire en sorte que l'évolution de chacun se fasse plus facilement. On n'est pas obligé, tu vois bien, d'appuyer sur le bouton sans arrêt, je veux dire. Voilà. Donc, on peut s'entendre, on peut en parler, on peut communiquer Mmh. sur ça, justement. Parce qu'il y a aussi le fait, tu me dis si je me trompe, mais Dis-moi. ces choses qu'on va reprocher à l'autre, Ouais. souvent, en fait, ça vient de nous et ça vient des blessures d'enfance Mmh. Ouais. et il faut le conscientiser ceci parce que ça peut détruire un couple et du coup, bah, ça crée la dépendance affective et cetera. Mmh. Ouais. Ouais, blessure tout court. On peut mettre blessure d'enfance, mais on peut mettre blessure tout court parce qu'on sait pas d'où des fois ça vient
encore avant, puis des fois ça vient après. Enfin, Mmh. mais en tout cas, oui, voilà, c'est ça. La notion de blessure. Et effectivement, je, effectivement, tu vois, dans l'absolu, j'ai vraiment cette impression que à partir du moment où on utilise notre couple pour grandir, eh ben, on fait le job. Si on fait le job, ça veut dire qu'on se guérit. Si on se guérit, ça veut dire que l'autre peut dire la même chose et, et ça nous fait plus rien. Ça nous faisait quelque chose, mais le fait que ce soit guéri, bah, finalement, ça nous touche plus. Un peu comme qu'on dit à quelqu'un quelque chose et puis qu'on dit la même chose à une autre personne et on voit bien qu'il y a deux réactions différentes. Ouais. C'est juste qu'il y en a une que ça touche et l'autre que ça touche pas. Et pourquoi? Bah, parce qu'il y en a une, c'est une blessure et l'autre, ça en est pas. Donc en fait, c'est une question de point de vue. C'est une question, ça nous appartient. Donc si je guéris mes propres blessures, ben, quand on vient appuyer dessus, c'est pas que je la sens plus, mais c'est qu'elle ne me met plus dans un état réactionnel. J'ai juste conscience que c'est une blessure ou que c'était une blessure. Bon, voilà. Tu vois, ça ne fait plus quelque chose d'extraordinaire. Et en même temps, j'ai l'impression que pour en arriver là, c'est bizarre, mais enfin c'est bizarre. Je sais pas. Enfin, non, il n'y a rien de bizarre là-dedans, mais euh, j'ai l'impression qu'il faut plusieurs expériences. Je je sais pas si c'est possible ou pas. Faudrait vraiment faire un sondage. Mais j'ai l'impression que c'est aussi la succession de relations qui permet d'accéder à cette conscience. Alors, je dis pas qu'il faut quitter son partenaire pour aller en trouver un autre pour grandir plus vite. Je dis juste que j'ai l'impression que l'univers nous met en place des personnes les plus adaptées à la croissance du moment. Ah mais c'est C'est-à-dire sûr. que, c'est-à-dire que du coup, si je souffre d'une certaine qualité de blessure, d'une certaine, tu vois, d'une certaine blessure, quelle qu'elle soit, eh ben, je vais, je vais rentrer en synchronicité avec une personne qui va venir appuyer dessus et qui va m'aider donc à mettre de la conscience dessus, à guérir. Et cette relation peut servir à ça. Cette relation ne veut pas dire que je vais rester avec toute ma vie, parce que si l'objectif de cette relation, d'un point de vue plus grand, d'un point de vue plus cosmique, c'est la croissance par la guérison de cette blessure-là, et ben cette personne vient dans ma vie, que je le veuille ou que je le veuille pas. Il se passe ce qui doit se passer, que je le veuille ou que je le veuille pas. Et la relation repart parce qu'elle a fait son job. Et du coup, la question qu'on se pose dans ces moments-là, c'est que veut la relation? Parce que la relation, c'est une entité. C'est vraiment une entité à part entière. Et la relation qu'on crée avec une autre personne fait ce qu'elle a à faire. Et parfois, c'est juste pour guérir, donc c'est un moment de vie, une tranche de vie, ou pour vivre un moment, et c'est une tranche de vie, ainsi de suite. Mais dans tous les cas, c'est pour évoluer, parce que on n'est pas là pour autre chose que grandir. Et puis des fois, la relation, elle veut quelque chose d'autre, comme une vie de couple long terme. Et c'est, tu vois, le choix de notre libre arbitre là-dedans, et, voilà, enfin, il est restreint. Euh, Moi, ce que je constate, c'est ça. Ce que je vois chez les autres, c'est ça. Ce que je vois chez moi, c'est ça. C'est qu'on rencontre les bonnes personnes au bon moment pour opérer en nous la croissance la plus adaptée à là où on en est, d'instant en instant. Et du coup, des fois, il faut plusieurs relations, bien évidemment, pour, pour une construction, une reconstruction, une évolution, un éveil plus complet, plus global. Ah oui, oui, tout à fait. Je peux en parler, un petit exemple, que j'ai vécu moi, avant Mhm. d'être avec la personne avec qui je suis aujourd'hui et avec qui, il y a beaucoup cette notion d'échange, de construction, de porter vers l'eau et cetera. La Mhm. personne avec qui j'étais avant, par exemple, et les personnes avec qui j'étais avant, j'étais quelqu'un qui était pas très attendrissant, pas très câlin, pas très «je te prends la main», pas Mhm. très «je te fais des petites attentions» et cetera. Et Mhm. je pense que ça a fait en sorte que la personne avec qui j'étais avant, ça marche de moins en moins bien. Plus d'autres choses, hein. Et en fait, quand ça s'est fini, je pense que j'ai vraiment pris conscience que j'avais pas ce côté tendresse, attendrissant, ce côté je porte de l'attention à l'autre. Et je sais que depuis que je suis avec la personne avec qui je suis aujourd'hui, j'ai évolué, j'ai grandi par rapport à ça et je suis beaucoup plus, même si j'ai encore un travail à faire là-dessus, parce que je pense que j'en ai encore un à faire là-dessus, mais je suis beaucoup plus qu'avant. Je vais plus facilement là lui prendre la main, plus facilement lui prendre la main en ville, lui faire des câlins, le canapé, enfin dans le canapé, juste la prendre à côté de moi, et cetera. Mais je pense que si j'avais pas eu cette personne avant, Mhm. j'en aurais pas pris conscience. Mhm. Et Ouais, c'est c'est une ça. bonne chose au final. Voilà, tout à fait. Tout à fait.
Ouais, ouais, c'est très positif et c'est vraiment comme ça que fonctionne l'évolution. C'est par ce jeu du miroir et du coup, c'est toujours, croissant, c'est toujours positif et du coup, c'est jamais un échec, tu vois? C'est vraiment un problème ça chez les couples, il y a vraiment cette attente-là que ça réussisse ou je ne sais quoi, mais Mmh. c'est quoi la réussite d'un couple, mis à part l'évolution de chacun des acteurs du couple? Et l'objectif, c'est pas de maintenir une forme figée qui s'appellerait une relation amoureuse. L'objectif, c'est de grandir. L'objectif de l'âme, l'objectif de l'être, la raison d'être, la raison d'incarnation, la mission de vie, c'est de grandir. Donc, le couple, c'est un outil de l'âme pour grandir. C'est pas une fin en soi. Et si on prend ça de ce point de vue-là, il y a vachement de liberté, il y a vachement de respect de l'autre, il y a vachement d'amour de ce qu'est l'autre. Il n'y a pas d'emprise sur l'autre. Il n'y a pas de je veux te garder parce que tu es ma femme ou mon homme. Il n'y a pas ça, il n'y a pas cette notion d'appartenance, de pouvoir, de, tu vois, il y a au contraire une forme de liberté totale qui permet l'amour, du coup, inconditionnel. Et du coup, la réussite, c'est cette évolution. Et d'ailleurs, les couples qui durent, c'est pour ça que ça dure, parce que justement, ils se tiennent pas, ils se donnent toute la liberté dont ils ont besoin. Et c'est justement parce qu'il y a cette liberté qu'ils ont envie de rester. Plus tu es libre quelque part et plus tu te sens bien. Et donc, plus tu restes parce que tu veux rester, et non pas parce qu'on te demande de rester. Tu vois. Donc c'est un choix de chacun. Et c'est un choix de chacun. Je reste parce que je suis bien. Je reste absolument pas pour ni me remplir, ni te remplir. Je reste parce que je suis bien. Mmh. Et ça change juste tout, quoi. Parce que de toute façon, c'est parfaitement illusoire de tenir quelqu'un par une autre raison. Je pourrais jamais demander à quelqu'un de rester pour me remplir. Et je pourrais jamais obliger l'autre à rester parce que je le remplis. C'est totalement illusoire. Pourtant, ils font presque tout ça. Enfin, je veux dire, c'est le fonctionnement d'un couple qui n'a pas mis cette conscience dont on est en train de parler. Mais c'est pour ça qu'on en parle, pour mettre de la conscience. Mais après, Et c'est pour ça. aussi est-ce que ce serait aussi, tu vois, la peur? La peur de te dire, «OK, je te retiens pas, on est tous Ouais, les 2 libres», ouais, mais du coup aussi ça peut créer de la peur de dire, bah, si on est tous les 2 libres, la ouais. liberté fait que la personne peut aller ailleurs. Il y a cette peur-là et donc du coup, on n'a pas envie qu'elle soit tout à fait libre, la personne. Ouais, mais là, on touche directement la peur. Effectivement. Mais ça, c'est un problème entre nous et nous. Mmh. Encore une fois, encore une fois, l'autre, du coup, a ce devoir de me rassurer. Parce que moi-même, tout seul, je suis pas capable de le faire. Donc, je ressens de l'insécurité, et pour combler cette insécurité, je demande à l'autre sa fidélité. Bon, alors ça peut marcher, hein, mais pas toute une vie. Parce qu'à un moment donné, l'autre est pas là pour ça, quoi. Et si je ne suis pas en sécurité, eh ben, c'est mon job de me sentir en sécurité, de manière à ne pas avoir besoin de demander à l'autre ça, et du coup lui rendre sa liberté. Effectivement, il y a une peur, ouais. Une peur qui m'appartient, quoi. Elle m'appartient, et je serai jamais tranquille, je pourrai jamais faire confiance, je serai toujours jaloux. Les autres hommes ou les autres femmes seront toujours mieux, ce sera toujours des concurrents ou des concurrentes, tant que j'aurai pas atteint ce niveau de sécurité intérieure. C'est invivable, tu te rends compte? L'autre, tu peux pas lui faire confiance parce que tu te fais pas confiance. C'est pas Mmh. un couple, c'est une torture, ça. Tu vois. Ah non, mais surtout que je me dis quand je suis en train de penser que il y a plein d'émissions qui montrent tout ce côté-là, tu vois? Je pense à des Bien certaines sûr, chaînes qui montrent que ça, qui font croire aux bien gens que sûr, c'est ça bien et moi sûr. ça me tue de, qu'on que tu as plein de jeunes qui suivent des émissions de télé-réalité et que finalement c'est que ça, c'est horrible quoi de les gens ancrent ça dans la tête, c'est horrible. Ouais, ouais, ouais. Ce monde est encore sur ce point de vue-là de distraction. C'est un petit peu comme si, je sais pas, la notion de conscience n'est pas encore, c'est pas encore répandu à l'échelle, a pas dépassé ce cap de la proportion majoritaire. Donc on est encore à diffuser effectivement des bêtises, des distractions qui nous tirent vers le bas plutôt que vers le haut. Les chaînes n'ont pas pour vocation de nous faire prendre de la conscience, ces émissions de radio, télé, enfin si certaines, émissions, remarque ceci dit, mais globalement, tu vois, de manière générale, c'est pas l'objectif, hein.
On sait bien que les médias nous racontent des trucs qui sont pas vrais, qui sont très orientés, et ainsi de suite. Ce monde en est encore là. C'est pour ça qu'il faut pas écouter ça. Effectivement, la vérité ne se trouve pas ici, et encore moins la conscience. Mais c'est pas grave, parce que de toute façon, tous ces gens-là vont se rendre compte à un moment donné que ça merde, parce qu'ils vont se rendre compte à un moment donné qu'ils souffrent, et donc ils vont se poser à un moment donné les bonnes questions. Et à ce moment-là, comme par hasard, ils tomberont sur le genre de podcast qu'on est en train d'enregistrer. Et patati patata, tu vois, c'est comme ça que ça fonctionne. Après, ce serait génial, effectivement, si la conscience venait aussi du haut et qu'on pouvait tout simplement éliminer, faire disparaître tout simplement ces chaînes et ces émissions débiles, avec le bon mot parce qu'il n'y en a pas d'autres, et ben, ce serait génial, effectivement, parce que ça mettrait tout le monde sur un autre registre qui serait bien plus évolutif, avec une intention bien meilleure et bien plus belle. Mais pour le moment, c'est pas ça. Bon, bah, c'est pas ça, ça viendra. Mais... voilà. Attendons encore un petit peu, ça va venir. Petit à petit, l'oiseau fait son nid. Exactement, ça vient, ça vient. J'avais une autre question là par rapport à la dépendance affective. Tu as une personne qui a cette dépendance affective, qui est en couple, avec une autre personne qui ne l'est pas. Je veux dire, cette personne qui n'a pas la dépendance affective et qui voit que sa compagne l'a, comment elle peut lui transmettre le message ou lui dire, bah voilà, je prends des raccourcis, t'es une dépendante affective, faut que t'en prennes conscience, quoi. Comment on peut faire ça? Est-ce qu'il faut la quitter ou est-ce qu'il y a des moyens de lui faire prendre conscience de ça? Ouais, non, elle va en prendre conscience d'elle-même, on n'a même pas besoin de lui parler. En fait, le simple fait de toi ne pas répondre à sa dépendance, c'est-à-dire de ne pas la remplir, de ne pas la combler, de ne pas répondre à son besoin de vide, là, il me manque quelque chose, là. Si tu réponds pas à ça, l'autre se retrouve avec son truc. Et il a deux options. Soit il t'accuse de pas le remplir. Bah, tu lui dis, bah, écoute, chérie, c'est peut-être pas mon job, là. Enfin, voilà. Ou soit la personne qui souffre de ce vide-là n'a pas d'autre option ben, que d'être avec, donc de le ressentir, avec un peu de chance de se faire accompagner, et du coup de régler le problème, parce que c'est comme ça qu'on solutionne un problème de dépendance affective. C'est en allant à la rencontre de ce fameux truc dégoûtant qu'on cherche absolument à fuir. C'est très désagréable, on ne dit pas le contraire, mais mine de rien, quand on le fait, on tombe dessus. Quand on tombe dessus, on le voit. Quand on le voit, on l'accueille. Quand on l'accueille, on le dissout. Quand on le dissout, on est guéri. Et donc, si je suis avec quelqu'un de dépendant affectif et que je le laisse dans sa dépendance, ça peut paraître barbare, hein, mais si je ne fais pas mon sauveur à deux balles, et si je le laisse avec la responsabilité de son bonheur, cette personne en face va peut-être mal le vivre, ok, mais n'empêche, va avoir l'opportunité de résoudre son problème. Alors que si je prends en charge, si je la comble, si je compense son propre vide, en fait, je ne l'aide absolument pas. Et je serai toujours dans cette espèce de rôle du sauveur qui remplit, qui remplit, qui remplit. Ça aide absolument personne. Donc le simple fait de ne rien faire fait que j'aide l'autre à solutionner son problème. Et là, je lui dis juste, écoute, voilà, va voir Maxime sur Internet, il va t'aider, tu vois, un truc comme ça. Va voir Maxime. Va voir Maxime. Ça se traite bien, la dépendance affective. C'est une question émotionnelle et c'est une notion de blessure. Je veux dire, tout le monde en a, on s'en sort. C'est pas un drame, tu vois. Il y a plein de solutions. Méditation, hypnose, méthode Tipeee, plein d'options pour solutionner ça. Donc voilà, il suffit de le faire. Là, si tu pouvais, justement, tu as dit qu'il y avait plein de solutions. Là, déjà, si tu peux donner une petite solution simple pour commencer peut-être à conscientiser un peu plus ou à commencer à faire le travail, qu'est-ce que tu pourrais dire à ces gens-là qui ont ce problème-là? Alors, au tout début, si la personne n'a pas conscience, la première question, ce serait de dire, bon, à ton avis, pourquoi tes relations ne durent pas? Voilà, pour peut-être cheminer vers un problème de dépendance, mais peut-être pas, ça peut être tout à fait autre chose. Mais dans tous les cas, cette question permet d'arrêter d'accuser l'autre. Je veux dire, le problème, c'est toujours l'autre, ça c'est faux. Donc la première étape, c'est je prends ma responsabilité des phénomènes de ma propre vie. Si effectivement la réponse à mon problème s'appelle dépendance affective,
le protocole, si je puis dire, pour solutionner une dépendance affective, c'est d'accueillir cette dépendance affective. C'est-à-dire faire l'inverse de ce que je fais d'habitude. Habituellement, je cherche à la combler, à la compenser, à la fuir, à l'ignorer, à l'éviter. Ben là, je fais l'inverse, puisque ça ne marche pas. Voilà. Donc, puisque ça ne marche pas, ben, je fais autre chose pour que ça puisse marcher. Et autre chose que la fuite, c'est l'accueil. Donc, si je souffre d'un vide, un manque, un espèce de mal-être, une espèce de sensation qu'il me faut quelque chose pour être bien, il manque un truc, je suis pas à l'aise dans les baskets, je suis mal dans la peau, tu vois. Et ben, à ce moment-là, je m'arrête, je m'assois, je ferme mes yeux et je reste avec cette espèce de truc qui m'ennuie au plus haut point, qui est limite affreux, douloureux, insoutenable. Et ben oui, et ben justement, cette fois-ci, je fais l'inverse. Je sais que la fuite, ça ne marche pas. Donc je décide, je me positionne pour faire autrement. Et ce autrement s'appelle l'accueil. Et je reste avec moi, je reste avec moi, je reste avec moi. Et je descends plus profond de moi-même. Et au fond existe un univers merveilleux. Ça s'appelle l'accueil, ça s'appelle l'enfant intérieur, ça s'appelle une connexion à soi-même, son être, son âme. Il y a tout ça, on met le vocabulaire qu'on veut. Dans tous les cas, en fait, il y a une forme de reconnexion avec une forme de guérison qui va avec. Je ne sais pas si c'est quelque chose qu'on peut faire seul. Je pense qu'une aide extérieure est nécessaire. En tout cas, personnellement, il m'en a fallu. Voilà. Mais en tout cas, c'est comme ça qu'on fait. Et il n'y a Ok. clairement pas d'autre solution. Hein. Voilà. Et toi, tu dis que voilà, c'est quand même bien une aide extérieure. Est-ce que toi, tu aides ces gens-là? Ouais, bien sûr. Ouais. C'est quoi, à travers de tes formations, accompagnement individuel? Ouais, il y a des formations pour ça, il y a la méditation qui est chouette pour ça. Que toi, tu proposes, du coup? Ouais, que je propose. Ouais, j'ai une formation qui s'appelle Le pouvoir des moments présents, dans laquelle tout ça sera abordé. Et je trouve que les accompagnements individuels, c'est bien pour faire ça. Je trouve que c'est très personnalisé et que du coup, c'est très efficace. Et du coup, bah voilà, rapide. Ouais. Ok, de toute façon, comme je l'avais dit dans le podcast précédent, les formations sont bientôt finies d'être transférées. Je mettrai la formation Le pouvoir du moment présent, et puis je mettrai aussi pour de l'accompagnement, etc. Comme ça, s'il y a des personnes qui écoutent ce podcast qui ont conscience de leur dépendance affective, et ben pourront comme ça entrer en contact avec toi via Ouais. accompagnement ou via les formations. Voilà, exactement. Ouais, Ce ouais. podcast est là pour aider les gens. Donc autant Oui. les aider. Oui, exactement. Parce que plus les gens sont autonomes, moins ils sont dépendants, plus ils sont heureux, plus le bonheur c'est contagieux, ça se répand de plus en plus, et de conscience collective à conscience collective, ça fait l'inverse de l'inconscient collectif. Et c'est comme ça qu'on change le monde, par le 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1. Et finalement, 1 plus 1 plus 1 plus 1, ça fait très nombreux, et très nombreux, ça fait la Terre entière, ça fait l'humanité, ça fait le changement. Et c'est comme ça que ça viendra. C'est comme ça que ça vient déjà. Super. Pour rappel, hein, je rappelle que si voilà, s'il y a des questions que vous avez qu'on n'a pas abordées, mettez-les vraiment en commentaire parce qu'on pourra y répondre dans un autre podcast. Juste pour, en quelques mots, si tu peux explique-moi ce qu'est la dépendance affective en quelques mots pour synthétiser. En quelques mots, la dépendance affective, c'est un manque, un vide, un besoin, un mal-être qu'on cherche à combler, à compenser, à résoudre par l'intervention d'une autre personne à qui l'on demande de faire cet acte-là de remplissage, si je peux dire, qui, qui a priori me permettrait de me soulager et d'être enfin bien. Voilà. C'est ça la dépendance. C'est une croyance que ma solution vient de l'extérieur. Et du coup, une succession d'actions qui va dans ce sens-là et qui fait que je suis toujours vite dedans parce que finalement, je remplis jamais l'intérieur. Je cherche toujours des solutions extérieures, donc je réponds pas à mon vrai problème. Et donc, la solution à la dépendance affective, c'est de générer le mouvement inverse de cette fuite frénétique et douloureuse en passant peut-être par des sensations pas agréables,
qui se trouve à l'intérieur et de revenir à l'intérieur pour être comblé, pour être autonome, pour être apaisé de l'intérieur et ne plus avoir besoin de demander à l'extérieur qu'il me remplisse. Et du coup, ma vie sera bien, quel que soit le contexte, quel que soit l'environnement. Et à partir de là, je pourrais créer des relations heureuses parce que j'arrêterai de demander à l'autre de me remplir. Et que l'autre me remplisse ou ne me remplisse pas, ça n'aura plus aucune importance puisque je serai bien avec moi-même. Bah, c'est génial, c'est super. Voilà. En tout cas, je te remercie pour ce super échange. Je t'en prie, merci à toi. Donc j'en profite, hein, je me répète encore une fois, mais mettez vos questions en commentaire, partagez ce podcast si vous connaissez des gens ou si vous avez envie que des gens prennent conscience de leur dépendance affective ou qu'ils aient envie de travailler sur ça ou cherchent peut-être quelqu'un. Et Maxime peut justement répondre à ce besoin de travailler sur ça. Bah voilà, partagez le podcast, faites en sorte qu'il soit au maximum diffusé. De toute façon, le but de tout ça derrière, hein, c'est de rendre ce monde meilleur. Ça passe aussi par ce travail-là intérieur. En tout cas, un grand merci à vous de nous avoir écoutés tout au long de ce podcast. Un grand merci à toi, encore une fois, Maxime, pour le partage de ton savoir. Et puis, bon, on sait très bien que c'est pas le dernier podcast avec toi. Tu vas encore venir sur d'autres sujets encore très intéressants. Oui, avec plaisir aussi. Voilà, un grand merci. Puis à très vite dans un prochain podcast. Avec plaisir, merci à toi. À bientôt tout le monde.